Eh bien voilà, nous sommes à Auto World, hein, ce temple de la voiture de collection, de la voiture passion. Et si nous y sommes, c'est pour une bonne raison. C'est que du vendredi 16 octobre au 13 décembre inclus se déroule une exposition tout à fait exceptionnelle dédiée aux 100 ans de Mazda. Pour en parler, j'ai à côté de moi Léo Van Orik, conservateur de ce musée Auto World. Alors bonjour. Léo, on parle des 100 ans de Mazda, mais Mazda n'a pas commencé réellement à produire des voitures il y a 100 ans. Non, M. Matsuda a commencé à faire des bouchons pour des bouteilles de vin en 1920, mais très vite, il a commencé à fabriquer des petites machines et comme pas mal d'industriels, il rêvait de sa voiture et en 1931, il a sorti la Mazda Go, qui est un petit rickshaw avec un moteur léger. C'est un genre de tuk-tuk un peu. Un petit tuk-tuk, mais ce n'était pas pour le transport de personnes, mais surtout pour le transport de biens. Ok, d'accord. Et puis voilà. Ça a commencé comme ça, cette histoire incroyable. Ça a commencé comme ça, oui, okay. Tout à fait. Bah écoutez, je vous propose de m'accompagner dans un voyage dans l'histoire de 100 ans de Mazda. On va commencer par le tout début. Je rejoins Cédric pour nous parler de la petite R100 coupée. Ah ben Léo, oui. On arrive à côté de cette R100 coupée, oui. Hein, de la fin des années 60 et on rejoint ben voilà, Cédric. Cédric, tu es à côté de cette petite Mazda R100 coupée. Elle est toute mignonne, toute lilliputienne. Elle est magnifique, elle est dans un état absolument incroyable. Ouais. Et moi j'ai entendu dire que tu avais roulé avec cette voiture. Oui, en fait, j'avais roulé effectivement au Spa Six Hours avec une réplique des R100 coupés des 24 heures de Spa. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cette petite voiture, à l'époque, elle a fini 5 et 6e aux 24 heures de Spa, derrière 4 Porsche. Ça veut dire que... Oui. Ça, c'était en 69. 69, oui. Et en 70, ils ont failli gagner, mais à 12h20, la voiture qui était en tête a pété son moteur. Et donc, il y avait encore une autre en course qui était deuxième. Et une heure d'après, elle aussi a cassé son moteur. Et c'est la BMW de Hubert Kellners qui a gagné les 24 heures. Bah, il faut dire que cette petite voiture, dans la configuration 24 heures de Spa, à l'époque, elle développait 200 chevaux. Hein. Elle doit peser à peu près dans les 700-750 kilos. Donc, c'était vraiment... voilà. Et donc ça, c'est une des premières Mazda commercialisées au monde. Il y a eu la R360. Pas au monde. Non, ils avaient en 60, ils ont commencé avec la R360, qui était un petit coupé 2 places avec un petit bicylindre classique à l'arrière. Et puis ils sont venus sur le marché belge en 66 avec une 1500 qui existait en berline 4 portes et en break. Par contre, ce qu'on peut dire, Léo, c'est que c'est le premier coupé de grande série doté d'un moteur Wankel rotatif. Oui, tout à fait. Le moteur rotatif qui est resté vraiment tout au long de la période Mazda. Mazda est la seule marque qui a continué à développer le moteur rotatif. Et qui continue à y croire maintenant, même pour ses futurs hybrides. Oui. Pour faire des range extended. Voilà, absolument. Oui. Ouais. Il y a un truc que je voudrais qu'on montre ici, c'est le logo de Mazda. Parce qu'on peut le filmer. Il est vraiment... Il est particulier. Ouais. C'est un M stylisé. Hein. Ouais, ça n'a pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. Les petits rétros aussi, c'est typique. Typique des carrosseries japonaises de cette époque, hein, des années 60, 70, même 80, ils ont continué, continué à le faire. C'est typiquement pour les voitures japonaises qu'ils avaient les rétros bien avancés sur les ailes avant. Pour une question aérodynamique? Non, c'était purement esthétique. C'est la mode à l'époque, simplement. C'est bizarre qu'on ait arrêté ça. Et pour l'anecdote, donc j'ai roulé au Spa Six Hours avec cette voiture et avec comme équipier Ikuo Maeda, qui est le designer des Mazda MX-5 dernière génération notamment et qui est maintenant le grand chef du design Mazda. C'était une belle expérience. Intéressant, j'imagine. Très très chouette. Ouais. Juste à côté, la Luce coupée. Luce coupée, ouais. Qui est là une des premières voitures importées en Belgique. Oui, tout à fait. Oui. Donc, elle a un air de famille avec la 1500 dont je parlais. Et un petit secret, la voiture est dessinée par Giugiaro qui travaillait chez Bertone dans le temps. À l'époque, on ne pouvait pas le dire que les Italiens travaillaient pour les Japonais. Mais il y avait pas mal de maisons italiennes qui dessinaient pour
les Japonais qui étaient des envahisseurs sur le marché européen. Les constructeurs japonais étaient très mal vus au début en Europe. Tout à fait, tout à fait. Ici, on peut y voir une petite ligne un peu lancée comme ça. Oui, mais un écusson Fiat ou Alfa Romeo, et tu peux le croire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le lien va plus loin que ça, puisque cette Luce coupée est aussi, elle a un moteur rotatif, c'est une Mazda, mais c'est aussi une traction, comme l'étaient les... C'est la seule. C'est la seule, c'est la seule tout à fait. Moteur rotatif, traction, parce qu'elle était encore très inspirée de la NSU Aero 80, qui a été une traction aussi. On a une idée de combien Mazda en a vendu? Ils n'ont fabriqué que 980 Luce. D'accord. Mais, donc, c'est une petite anecdote en Belgique. Donc, Mazda est venu sur le marché belge en 1966. Ils ont vendu, la première année, ils ont vendu 50 voitures sur le marché belge. Et l'année d'après, ils étaient déjà à 500 voitures. Et 2 ans d'après, c'était déjà 2000. Ah ouais. Et puis, M. Beerman a dit, OK, ça marche bien. Il a senti le bon filon. Oui, tout à fait. Et il a été importateur pour 45 ans, Beerman, de Mazda. Notamment Mazda. Notamment Mazda, oui. Là, c'est plutôt une autre période. On passe à l'époque un peu américaine de Mazda. C'est vraiment une voiture qui a été développée pour le marché américain dans le temps de la crise du pétrole. On le voit, les gros pare-chocs, c'est vraiment typique des Américaines. Pas été, ce modèle n'a jamais existé sur le marché européen. Plutôt en vinyle. Oui. C'était la mode. Break. Automatique, forcément, pour les États-Unis, c'était obligatoire. Mais donc, les Japonais ont fait vraiment, ils ont dit, avec la crise pétrolière, on va prendre le marché américain avec la voiture de petite taille pour les Américains. Et ça a assez bien réussi parce qu'ils étaient tous, toutes les marques japonaises étaient sur le marché américain. Toujours un moteur rotatif? Toujours avec moteur rotatif, oui, tout à fait. Oui. Quand il y a RX dans le nom, ça veut dire qu'il y a un moteur rotatif. Celle-ci n'est pas RX, par contre. C'est un moteur 4 cylindres tout à fait traditionnel, la 121 coupé. Ok, et cette voiture, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Une grosse calandre? Oui. Un peu style américain quand même. Très américain, le velours bordeaux à l'intérieur, voilà, c'est quand même révélateur d'une certaine époque. Et ce qui est bien, elle a 3 vitres latérales. Ce qui est assez rare. Donc le B-pillar est assez grand, mais ils ont mis une petite vitre et comme ça, on a une bonne vision, 3/4 à l'arrière. Alors là, Léo, effectivement, on arrive sur un mythe. C'est un mythe, cette première génération de RX-7 qui date de 78. Moi, je la trouve magnifique, encore aujourd'hui. Elle est intemporelle. Je trouve qu'elle a une fluidité de ligne, une légèreté. Très simple. Toute simple. Et également, donc, une voiture de sport avec un moteur rotatif, double rotor. Qui est monté jusqu'à 165 chevaux, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Ouais, je la trouve superbe. Et qui a une grande histoire aussi en compétition, mais là il y a un autre modèle là-bas. Oui, effectivement. On y viendra sans doute plus tard. Il faut savoir que cette voiture, à l'origine, n'était pas prévue avec ces feux-là, Léo. Non, elle était prévue avec des feux un peu fog high, comme on dit. Fog high, oui, tout à fait. Et autre anecdote, elle a été dessinée donc, par le père d'Iko Omadea, qui est aujourd'hui le patron du design Mazda. C'est son père qui a dessiné la première génération de RX-7. Donc Mazda, c'est un peu une histoire de famille aussi, quelque part. Tout à fait, oui. Alors Xavier, tu peux nous parler de celle-là? Celle-là, tu la connais bien? Celle-là, vous savez, je l'aime bien. Celle-là est un peu tunée, mais effectivement, j'ai la chance de posséder cette MX-5 NA, enfin une MX-5 NA, pas celle-là. Pour moi, c'est le coup de cœur. C'est vraiment l'esprit du roadster anglais ressuscité, mais à la sauce japonaise, c'est-à-dire fiable, économique et increvable. Je veux dire, on voit aujourd'hui des MX-5 NA qui ont 300-400 000 km, c'est absolument increvable. C'est vraiment le prototype de la voiture plaisir et accessible, je dirais. Et il y a une petite histoire à propos de cette voiture, c'est qu'un journaliste a participé à son développement. C'est un journaliste américain, Bob Hall, qui est à l'origine de la création de cette première génération de MX-5, qui discutait de manière informelle avec des ingénieurs Mazda à l'époque. Et ils leur ont fait part, je dirais, de son projet ou de son idée, qui était une idée de génie à l'époque, de relancer un roadster
comme savaient si bien les faire les Anglais, Oui, mais avec des ingrédients plus modernes. Et les ingénieurs Mazda l'ont écouté et ça a donné cette MX5 NA qui a eu ensuite la MX5 NB, NC et aujourd'hui ND, 4 générations de MX5. Ça, c'est une grande histoire pour Mazda, la MX5. Et c'est la tradition des Triumph TR3 et des MG, mais il faut dire, surtout inspiré sur la Lotus Elan. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. C'est un petit moteur, 4 cylindres, pas très puissant, 1600, il faisait entre 90 et 115 chevaux sur la première version, propulsion, parfois un autobloquant. Une bonne boîte, bien guidée, légère, un bon châssis, il ne faut rien de plus. Et toujours ces petits feux escamotables qui donnent un look d'enfer. Exactement, On va plus loin ? Alors Léo, on va se diriger, je pense, vers les voitures de compétition. Partons là-bas. Parce que Mazda a aussi une grande histoire en compétition, on ne le sait peut-être pas assez, mais ils ont quelques faits de gloire dans leur passé. Ils ne sont jamais départis, je dirais, de cette philosophie de faire différent. Non, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour l'Europe, en tous les cas, il y a un lien belge qui est très fort. Donc ça commence déjà avec la Cosmo, qui a couru en 68 au marathon de la route. Au marathon de la route, Léo, qui faisait à l'époque 84 heures. 84 heures sur la Nordschleife. Sur la Nordschleife, il faut se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui. Quand on dit encore aujourd'hui 24 heures de Nordschleife, c'est déjà fou, surtout quand il pleut la nuit, etc., avec des voitures modernes. Mais avec ces voitures-là, sur la Nordschleife, 3 pilotes, 84 heures non-stop, c'était quelque chose quand même. Mais l'inspiration, en fait, donc c'était le Motor Club de Liège qui organisait, qui avant faisait Liège-Rome-Liège, Liège-Liège. Ils ne pouvaient plus le faire sur les routes publiques, ouvertes. Et ils ont commencé à faire le marathon de la route qui partait également de Liège, qui allait au Nürburgring qui n'était pas loin. Et là, ils faisaient 84 heures de course à fond à 3 pilotes. Sur la Nordschleife. Et donc Mazda est venu en 68 avec 2 voitures, une avec un équipage japonais et l'autre avec un équipage belge. C'est celle avec l'équipage belge qui a terminé 4e. 4e de ce marathon de la route. De ce marathon de la route. C'est encore une preuve de la fiabilité du moteur Wankel Mazda. Oui, tout à fait. Ouais. Et avec celle-ci, gros coup d'éclat. À côté, 24 heures de Francorchamps. La RX-7. Victoire aussi avec un Belge au volant. Pierre Dieudonné. Pierre Dieudonné. Mais donc c'était une initiative de Beerman qui avait demandé à Tom Walkinshaw, qui a fait d'autres, qui a une histoire avec Francorchamps, avec les Rovers, avec les Jaguars, etc. Mais donc, M. Beerman lui a demandé de faire ça avec une Mazda. Ils ont entré 2 voitures. L'une était Dieudonné Walkinshaw, le team leader, et l'autre était 2 Anglais que je ne connais pas le nom, et Marc Duhay. Et voilà, le régional de l'étape. Et ils ont gagné donc les 24 heures. Et c'est la première fois qu'un moteur rotatif gagnait une course de 24 heures. C'était la première japonaise qui gagnait aux 24 heures aussi. Voilà. Moi, je me souviens, c'était aux 24 heures 81, je crois qu'ils ont gagné. À ce moment-là, j'étais sur le bord de la piste, gamin en spectateur, et je me souviens, elle faisait un bruit mais absolument hallucinant. Tout à fait. Ça virait les oreilles, c'était insupportable. Un bruit aigu. J'imagine que les pilotes avaient des boules qui triple XL parce que ça devait être absolument insupportable. Mais elle a gagné, voilà, comme quoi. Et elle roulait dans la catégorie des 2,5 litres. Moi, je me rappelle davantage de celle-ci. Oui. Celle-ci, je l'avais en poster chez moi. Et magnifique voiture aussi. Mais donc, en 91, donc, 10 ans plus tard, Mazda est venu au Mans pour gagner avec un quadruple rotor cette fois-ci. Et Bertrand Gachot, pour certains, est un Belge, pour d'autres, c'est un Français. Mais c'est le dernier Belge qui a gagné au scratch les 24 heures du Mans. Donc avec cette voiture qui est prêtée par le musée du Mans.
Et donc là aussi, première victoire d'une marque japonaise aux 24 heures du Mans et première seule victoire d'un moteur rotatif à ce jour. Donc. Et on m'a dit qu'il y a eu une plainte ou des plaintes des autres teams qui disaient voilà, ce moteur rotatif a un avantage qui n'est pas très correct vis-à-vis d'un moteur atmosphérique. Ouais. Et ils ont banni finalement le moteur rotatif des sports prototypes. Ce qui est un peu dommage. Parce que... Oui, et c'est donc la seule grande victoire du moteur rotatif parce qu'ils ont été bannis. Moi j'adore la déco. La déco est fantastique. Derrière encore une histoire belge. Hein. Encore une histoire belge. Donc, M. Beerman et Umberto Stefani. Qui était l'attaché de presse de Mazda à l'époque. Le PR de Mazda, exactement. Ouais. Donc en 89, ils ont confié. Mazda avait donc la 323, qui était une voiture très populaire et qui était quand même un succès commercial. Et ça existait en 4x4. Oui, la Formule. Oui. Ça s'appelait Fort, hein. 4WD, WD, four-wheel drive. Et donc, ils se sont dit, peut-être c'est pas mal pour faire du rallye. Il y avait les Quattro déjà qui avaient frayé le chemin, je dirais. Ouais. Et donc, ils ont préparé une voiture en Belgique. À Zaventem. À Zaventem, pour Pascal Gabin, le fils de Jean-Pierre. Et il est devenu en 89, il est devenu champion d'Europe, groupe N de rallye. Groupe N, c'est les voitures plus proches de production que les groupes A, qui étaient un peu la catégorie reine à l'époque. Et la même année, Grégoire de Mévius, qui était très jeune, devenait champion de Belgique avec la même voiture. Oui. Ouais. Puis il est en 91, il est devenu champion d'Europe aussi avec une 323. Ouais, groupe N, donc belle Et donc là belge. encore, victoire internationale avec un team belge. Ouais, quand même important de le dire. Oui, tout à fait. Un gros lien entre Mazda et le team belge. Voilà, je propose peut-être qu'on s'arrête ici, parce qu'on ne va peut-être pas montrer toute l'exposition. Non, on va laisser un peu de surprise aux spectateurs, quand même, Léo. On laisse un peu de modèles, on en a vu quelques-uns là déjà. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est inviter le public à venir voir cette exposition. Donc on rappelle peut-être les dates, oui, Léo. Donc ça s'ouvre vendredi 16 octobre et ça court jusqu'au 13 décembre. Voilà, 16 octobre, 13 décembre pour cette incroyable exposition consacrée aux 100 ans de Mazda. Et pour le reste, le musée a été rafraîchi pendant le lockdown. Donc là aussi, on a pas mal de nouvelles voitures, on a de nouvelles décorations. Pour les gens qui n'ont pas été ici depuis un an, il y a beaucoup de choses à découvrir. On peut facilement s'y perdre une après-midi. Tout à fait, tout à fait. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.